Stephen King, considéré par beaucoup comme un des meilleurs écrivains américains, voire comme le maître de l'horreur. Ses romans ont été bien sûr adaptés au cinéma, voire en téléfilm, pour la télé. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans cet univers. Bonjour et bienvenue dans Pourquoi regarder ces films. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous propose un voyage dans l'univers de Stephen King au travers de 4 films, 4 adaptations de ses romans. Alors, je n'ai pas choisi ces 4 films au hasard. Ce sont des films qui m'ont marqué quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. La première fois que je les ai vus, ce qui m'a fait aimer cet univers et m'intéresser à cet auteur. Mais avant de parler des films, je me suis posé une question. Qui est Stephen King? King est né le 21 septembre 1947. En 1958, il découvre l'écriture grâce à sa mère qui lui offre pour Noël une machine à écrire. Et c'est là qu'il commence à écrire une petite nouvelle cette même année. Il découvre les Contes de la Crypte, dont il dévore toutes les BD. Ben quoi, il n'y a pas que Marvel et DC en BD, hein. En 1960, il découvre H.P. Lovecraft. C'est là que commence sa passion pour l'horreur et le fantastique. En 1972, à 25 ans, il commence à écrire Carrie, qui sera adapté au cinéma avec Spacek et John Travolta. Mais comme je fais jamais rien normalement, ni comme tout le monde, nous, on va pas parler de Carrie, mais plutôt de Misery. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, mais parce que c'est surtout le premier film adapté de Stephen King que j'ai vu de ma vie. Misery sort en librairie en 1987 et c'est un succès. Succès oblige, il a bien fallu faire une adaptation au cinéma de Misery. Et bien sûr, c'est le premier film que j'ai vu de ma vie adapté de cet auteur. Misery sort en 1991 dans lequel on va retrouver Kathy Bates et James Caan dans les rôles titres. Misery est un huis clos psychologique dans lequel un écrivain, Paul Sheldon, qui depuis des années n'écrit qu'une saga de livres appelé Misery. Pour faire court, Paul Sheldon en a marre d'écrire Misery, donc il fait que ça depuis des années. Il a envie d'y mettre un terme. C'est pour ça que il tue Misery dans le dernier roman paru. Mais en parallèle, il vient de terminer son dernier roman qui n'a rien à voir avec Misery. Il prend la voiture en direction de New York et c'est là qu'il a un terrible accident de voiture et qu'il va se faire récupéré et sauvé par Annie Wilkes, qui est sa plus fervente admiratrice et fan de Misery. Donc Annie va prendre soin de Paul le temps qu'il se remette de ses blessures. Sauf que Annie, qui est une ancienne infirmière et qui n'est pas toute nette dans sa tête, prenez cette scène par exemple où Annie donne à manger à Paul après avoir lu le manuscrit de son nouveau roman et commence à s'emprunter comme une tarée à cause de la vulgarité qu'il y a dans le roman. Cette séquence nous montre qu'Annie n'est pas toute nette dans sa tête. Elle va finir la scène en lui disant « Je vous aime », mais c'est pas fini car Annie, en fait, elle est encore plus tarée qu'au début. Quand elle va apprendre que Paul a tué Misery dans le dernier tome, elle va vraiment commencer à le séquestrer et l'obliger à écrire une nouvelle suite, Misery ressuscité. Donc elle va lui acheter une machine à écrire et du papier, et Paul va commencer à écrire cette suite à Misery. Tout en subissant le caractère psychotique d'Annie, au point qu'elle en vient à lui casser les pieds avec une masse pour être sûr qu'il reste avec elle. Je sais, dans le roman, elle lui coupe les pieds avec une hache. Mais sérieusement, le film est déjà perturbant psychologiquement. Il n'y a pas besoin de rajouter du gore ni d'en rajouter plus. Mais ce n'est pas le seul changement du film au roman. Le shérif Buster apparaît juste à la fin, et dans le film, on le voit, il est là, il enquête sur la disparition de Paul, juste depuis le début. Ce qui donne un sens à sa mort quand Annie le tue, et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des changements. Alors, il y en aura toujours pour dire, mais dans le livre, c'était comme ça et pas comme ça, il faut adapter tel quel. Non. Dites-vous que adapter un roman, c'est pas possible de garder tout ce qu'il y a dans le roman. Il faut faire des coupes, il faut faire des choix, et des changements, ça peut arriver. Et faut que ça arrive justement. Pour conclure sur Misery, tout est résumé en une scène. Quand Annie demande à Paul
de brûler son nouveau manuscrit, son nouveau roman qu'il vient d'écrire. À ce moment précis, la question nous est posée. À quel point pouvons-nous être fans et surtout l'œuvre d'un artiste nous appartient-elle? Avons-nous le droit d'exiger la mort d'une œuvre car elle nous déplaît? Avons-nous le droit de critiquer l'homme ou la femme qui a créé cette œuvre? Vous avez compris, j'aime ce film autant qu'il me fait peur. Et c'est là qu'on va arriver au deuxième film de cette vidéo, Cimetière, écrit par Stephen King en 1983 et adapté en 1987. Cimetière, écrit cette fois par Stephen King lui-même et réalisé par Marie Lambert, qui était connue à l'époque pour des réalisations de clips vidéo de Madonna. Sa première réalisation cinéma est Cimetière. Elle réalisera par la suite Cimetière 2 qui est moyen. Alors je dis moyen car quand j'étais petit, j'avais bien aimé Cimetière 2. Mais elle réalisera aussi des films comme Les Sorcières d'Halloween 2 qui je n'ai pas vu et j'ai pas envie. Et Urban Legend 3. Cimetière va nous raconter l'histoire de la famille Creed venant emménager dans une maison à la campagne. Louis le père, très proche de ses enfants, va faire la connaissance de son voisin Judd qui va lui apprendre qu'il y a un cimetière pour animaux. Ce qui va amener une scène très touchante entre Louis et sa fille qui vont avoir une discussion sur la vie et la mort et bien sûr que les êtres vivants doivent tous un jour disparaître, mourir. Une scène qui pour moi fait vraiment écho car bien sûr que j'ai des animaux, car Ellie, la fille de Louis, est très attachée à son chat Church et toute cette discussion va amener à ça. Une scène qui pour moi faisait et fait encore très écho car comme vous le savez j'ai des animaux et ils sont presque toute ma vie. Nous allons également connaître Rachel, la femme de Louis, qui a eu une enfance traumatisante avec sa sœur déformée par une maladie. Je vous jure que cette scène me fait encore flipper et elle me faisait déjà pas mal flipper quand j'étais gosse, même encore maintenant. Mais sans cette scène, nous ne pourrions pas apprendre à connaître Rachel, la femme de Louis, qui paraît distante au début du film. Et un jour où sa femme et ses enfants sont partis en week-end, chez les parents de Rachel, sa femme, Louis va retrouver le chat Church qui s'est fait écraser par un camion. Son voisin Judd, qui lui a annoncé qu'il y avait un cimetière pour animaux, va décider de l'amener là-bas. Sauf que, Judd, vu qu'il ne veut pas que Ellie, la fille, apprenne directement que la mort existe, va amener Louis dans un ancien cimetière indien. Louis va enterrer le chat mort dans ce cimetière, qui va le ressusciter et le chat est différent, comme si une autre âme avait pris possession de son corps. Sauf que bien sûr, la vie va pas se dérouler comme ça normalement. Le fils cadet de Louis et Rachel, Gage, va se faire renverser par un camion. Alors je vous jure que cette scène-là, elle me fait encore frissonner aujourd'hui. On devine très bien ce qui va se passer, mais la réalisation est telle qu'on ne peut pas arrêter de s'empêcher de dire Gage, ne va pas dans ce putain de camion, ne cours pas dans cette putain de route, arrête-toi! Désolé, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça. Gage va mourir et Louis, comme pour le chat, va décider d'aller enterrer Gage dans le cimetière indien Mi'kmaq. Alors bien sûr, quand Gage va revenir, il va bien sûr tuer le voisin Judd et Rachel, la femme de Louis, la mère de Gage, qui était revenue à cause d'un fantôme, à cause d'une intuition. Et je vous jure que ce gosse me fait vraiment flipper. C'est juste sa façon de parler ou son regard. Franchement, ce gosse, il fait flipper. Donc, Gage va finir par tuer sa mère et Louis, va finir par tuer le chat et Gage, car il a enfin compris que ce qu'il a fait était mal. Sauf que, Louis, quand il va voir Rachel, sa femme morte, il va avoir qu'une seule idée en tête, c'est aller l'enterrer dans ce cimetière indien pour la faire revenir. Alors, une fois qu'elle revient, je vous laisse deviner la fin. La fin est toute bête à deviner. Mais, Cimetière, c'est pas juste un film d'horreur. Pour beaucoup, c'est un film d'horreur. Pour moi, je l'ai toujours qualifié de beau film. C'est un beau film. Ce n'est pas qu'un film d'horreur. Certes, il y a de l'horreur, mais ça reste un beau film. Pourquoi? Tout simplement, l'aspect d'entre la vie et la mort, qui est là.
On ne peut pas se le cacher. Mais ce film a pris une importance très grande pour moi ces derniers temps. Le jour où ma femme a fait sa fausse couche, j'ai revu le film. Et là, ce film a pris une grande importance dans ma vie. Et, eh bien, le film pose la question, à quoi on est prêt quand nos proches meurent, quand notre enfant meurt? Est-ce qu'on serait capable d'aller l'enterrer dans ce genre de cimetière ou pas? Est-ce qu'on serait capable même d'enterrer nos propres enfants? Je crois pas. Un parent n'est pas fait pour subir à son enfant. C'est pour ça que ce film, pour moi, est une réussite. Juste pour ce thème. Bien sûr, Cimetière a eu le droit à une nouvelle adaptation, mais elle n'a pas la même saveur. Un exemple. Regardez la scène de l'enterrement de Gage dans le film original, et regardez cette nouvelle adaptation, vous verrez par vous-même. Après un retour sur ces deux adaptations de Stephen King, eh bien, on va partir pour deux autres adaptations. Et on va commencer tout de suite par Christine, écrit par King en 1983 et adapté au cinéma en 1984. Christine nous raconte l'histoire d'Arnie Cunningham, un adolescent qui n'a aucune confiance en lui et qui est timide en plus, qui va tomber fou amoureux un jour d'une voiture qui s'appelle Christine. Ben quoi, la voiture a un nom. C'est pas plus con qu'un vampire qui brille au soleil, hein. Bref, Arnie commence à retaper la voiture, même si ses parents et son meilleur ami sont contre. Son meilleur ami Dennis, qui est doublé en VF par Lambert Wilson. Oui, Lambert Wilson, oui, j'ai trouvé ça en travaillant sur cette vidéo. Arnie tombe fou amoureux de Christine, mais peu à peu, Christine se révèle être vivante. Et Arnie va changer de comportement, prendre plus d'assurance et devenir un petit Caïn. Alors, c'est sûr, le film ne brille pas par ses dialogues, hein, n'ayons pas peur des mots, mais plutôt par la personnalité de Arnie qui va changer petit à petit pour devenir un vrai connard. Arnie va se servir de son changement, de son assurance et de Christine pour se venger de ceux qui lui ont causé du tort. Et oui, car la voiture Christine devient un personnage à part entière, surtout dans la première scène de meurtre. Je vous ai dit que Christine était vivante ou possédée. Enfin, on ne sait plus à ce stade, mais elle a des chansons des années 50, hein, du rock'n'roll des années 50. Mais ce qui fait l'âme de ce film, c'est justement le changement de personnage, le fait de s'accepter soi-même. Alors oui, les autres personnes ne changent pas, mais on peut tous se retrouver dans le personnage d'Arnie. Donc je vous conseille de voir Christine, ce film peut vous divertir comme vous déranger avec son propos. Dans tous les cas, vous passerez un bon moment. Surtout qu'à des moments, le personnage d'Arnie vous fera vraiment flipper. Et par amour, sommes-nous vraiment prêts à tout? Et on va finir cette vidéo en abordant ce qui est peut-être le plus gros succès de Stephen King en librairie, ça. Alors non, on va pas parler de la nouvelle adaptation sortie récemment, qui est très bien, qui a été réalisée par Andy Muschietti, mais plutôt sur l'adaptation de 1990 avec Tim Curry dans le rôle de ça. Réalisé par Tommy Lee Wallace, qui a réalisé entre autres des très chouettes Vampire Lady Vampire 2 et Halloween 3. Ben oui, j'aime bien Halloween 3. Ça, il est revenu est un film sorti en 1990 en deux parties et diffusé chez nous sur M6 en 1993 avec Tim Curry dans le rôle du clown et toute une palette d'acteurs. Alors, je vais pas tous vous les citer parce que déjà on n'a plus le temps, mais on peut retrouver des jeunes acteurs tels que Jonathan Brandis ou Seth Green, plus connu pour son rôle dans Buffy contre les vampires. Et pour les adultes, on peut retrouver entre autres Annette O'Toole, Tom Reed ou encore John Ritter. Ce qui est bien, c'est que ce film va mélanger les deux époques en même temps, donc au travers de flashbacks. Donc Mike, qui est resté vivre à Derry dans le Maine, vient de passer 30 ans à attendre le retour de ça, le clown tueur d'enfants. Et une fois que ça est revenu en 1990, et que les vagues de meurtre reprennent, Mike reprend contact avec ses amis, qui avaient oublié toute cette histoire. Donc les flashbacks, ça sert quand même à quelque chose dans les films. Donc on va retrouver Bill, Richie, Stan, Ben, Beverly, Eddie et Mike, qui vont devoir affronter encore une fois ça, qui se réveille tous les 30 ans, ça qui est joué ici par un Tim Curry en pleine forme, qui peut faire flipper par moments, mais aussi faire rire. Oui, faire rire, alors.
Je sais ce que vous allez me dire, ça faut que ça fasse peur. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte des années 90. C'était les années 90, et on pouvait pas faire trop gore, alors, surtout que c'était un téléfilm, alors voilà. Et le film nous montre des personnages torturés par leur enfance, avec leur combat contre ça, mais aussi à cause de leur entourage. Et se dire qu'ils avaient oublié tout ça peut paraître un peu bête, mais ça contrôle des rires et les émotions des adultes qui, en grandissant, ne croient plus en rien. Alors oui, malheureusement, plus on grandit, plus on oublie, et on ne croit pas aux choses qu'on croyait étant enfant. Sauf nos héros qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, même si leur mémoire de cette période a été effacée. Néanmoins, ils ont quelque part, en fait, ils ont tous réussi leur vie professionnelle, mais pas leur vie personnelle. Ce qui est lourd de sens, c'est qu'il fait écho à leur jeunesse, tourmentée comme si, au fond, ils savaient que c'était pas fini et que tout allait recommencer. Et toutes les scènes avec ça sont pas si mal, car elles caractérisent la peur elle-même, la peur que nous avons tous en nous, même sur cet aspect comique qui peut énerver certains, mais moi je trouve que ça marche quand même. Et il y a des bonnes séquences, comme la scène où Beverly nettoie le sang dans sa salle de bain, sang qui reviendra à chaque fois qu'elle termine de nettoyer, jusqu'à ce que ses amis viennent l'aider à nettoyer et le sang ne reviendra plus. Alors oui, je sais, on vit dans une époque où faut que tout soit fidèle au matériel de base, mais alors si maintenant on va couper des choses qu'il y a dans le bouquin ou dans la BD ou quoi que ce soit, ou faire de gros changements, c'est pas bien, pas pour moi, justement. Justement, c'est en ayant vu ça et Misery quand j'étais petit que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de Stephen King, à ses romans et à ses autres adaptations. Même si les adaptations pouvaient changer des choses, voilà, moi ça m'a pas déplu. Alors j'aurais pu vous parler aussi de la nouvelle adaptation, ça, sortie récemment, qui est très bien, hein, je dis pas, mais c'est pas une œuvre qui m'a marqué, même si elle est plus fidèle au roman. Pour conclure sur tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces adaptations, de ces 4 films qu'on a évoqués aujourd'hui? C'est très simple. Alors d'autres vous diront l'horreur, voilà, l'horreur. Pas moi. L'horreur c'est un bonus dans ces films. C'est juste un bonus, c'est pour le divertissement. Non. Ce qu'il faut retenir, ce sont les personnages, ce sont le côté humain, qui ont des conflits intérieurs, comme Stephen King en avait au moment où il a écrit les livres dont on a parlé aujourd'hui, enfin, du moins les adaptations. Et il y a des choses qui peuvent parler, bien sûr, à tout le monde. Et bien sûr, ce sont des films que je vous conseille de voir, absolument. Si vous ne les avez pas vus, voyez-les. Et si vous les avez déjà vus, revoyez-les. Et vous allez me demander, et Shining dans tout ça, t'as pas parlé de Shining, comment ça se fait? Tout simplement les enfants, parce que je me suis dit en préparant cette vidéo que Shining mériterait sa propre vidéo, son propre pourquoi regarder ces films, avec sa suite. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on se fera ça un de ces 4. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Prenez soin de vous, continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.